Aujourd'hui, on va plonger plus profondément, si je peux me permettre l'expression, derrière ce qu'il y a dans les algorithmes d'apprentissage profond et les réseaux de neurones. Et en particulier, la présentation que je vais faire ce matin va vous demander peut-être un peu plus d'attention que d'habitude. Il y a des maths dedans, mais je vais essayer de rendre ça le plus intuitif possible. Et la présentation n'est pas très longue. Mon but, c'est de vous donner du temps pour poser des questions et faire en sorte qu'on arrive, en tout cas au plus grand nombre possible d'entre nous, de suivre un peu les concepts et un petit peu aussi du jargon, des termes et la manière de noter les choses dans le domaine des réseaux de neurones. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre pendant la présentation et on aura un petit peu de temps à la fin aussi, peut-être même beaucoup de temps selon, ça devrait être le cas. Donc, le cours de ce matin va parler de graphe de calcul et de rétropropagation du gradient. Donc, tout ça, c'est des termes qui peuvent ne vouloir rien dire pour vous jusqu'à présent, mais j'espère qu'à la fin de cette heure et quart, ça aura pris un peu de sens. Rapidement, gradient, c'est un terme pour indiquer la dérivée, dans notre cas, d'un objectif qu'on cherche à optimiser par rapport à nos paramètres, et ça nous dit dans quelle direction les paramètres devraient changer pour que notre réseau de neurones fasse moins d'erreurs. Rétropropagation, c'est la technique, en anglais la backpropagation, qui nous permet de calculer les gradients efficacement. Et ça, évidemment, c'est l'algorithme qui est implanté dans les logiciels que vous utilisez. Donc, ça va être bien d'avoir un petit peu une vision de ce qui est derrière la boîte noire. Puis, graphe de calcul, c'est un terme qu'on utilise pour parler conceptuellement, à un niveau abstrait, comment les calculs sont organisés dans un réseau de neurones ou n'importe quel autre algorithme, dans le fond. Alors, on va essayer, au cours de la prochaine heure, d'expliquer tout ça un peu plus en détail, mais c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Alors, là, je vais essayer de résumer certains des éléments que vous avez appris hier qui permettent de caractériser un grand nombre d'algorithmes d'apprentissage. Donc, pas seulement les réseaux de neurones, mais beaucoup d'algorithmes d'apprentissage modernes peuvent être définis dans ce cadre. Donc, dans ce cadre, qu'est-ce qu'on a? On a l'idée que l'apprentissage consiste à choisir une fonction dans une famille de fonctions. Donc, une fonction, par exemple, c'est un réseau de neurones qui prend en entrée une image et qui produit une classification. Si le réseau de neurones produit une réponse différente, c'est parce qu'il calcule une fonction différente. Donc, la fonction nous dit comment le code, finalement, fait son travail de prédiction ou de classification. Et les fonctions qu'on va choisir, on ne va pas les choisir n'importe comment, on va les choisir en choisissant les paramètres de la fonction. Donc, les réseaux de neurones ont des paramètres, par exemple les poids des neurones, dont vous avez entendu parler hier. Et là, on va les noter θ, c'est une notation usuelle. Et on va indiquer, là, par exemple, fθ pour la fonction qui est calculée par le réseau de neurones quand ces paramètres ont la valeur θ. Et ce qu'on cherche à apprendre, c'est θ. On va modifier θ et ça va faire en sorte que le comportement du réseau change. Donc, les poids du réseau changent. Comment est-ce qu'on va modifier ces paramètres? Grâce à des exemples. Puis, on va se concentrer sur la forme d'apprentissage la plus simple dont vous avez entendu parler hier, l'apprentissage supervisé, où les exemples, ça consiste en des paires XY. Ici, XY. Donc, le X, c'est juste une convention. On va utiliser souvent la lettre X pour dénoter l'entrée du réseau. Puis Y, non pas la sortie, mais la sortie désirée ou la cible. Donc, c'est ce qu'on aimerait que le réseau produise. Alors, Y, ce serait la bonne réponse, par exemple, ou celle qu'un humain aurait donnée quand on lui a fourni X en entrée. Alors, X, mettons, c'est une image, Y, c'est une catégorie,
où X, c'est le dossier d'un patient, puis Y, c'est la prédiction de combien d'années il lui reste à vivre. Donc, ça peut être toutes sortes de choses, évidemment, mais là, on essaye de se représenter tout ça d'une manière abstraite. Puis c'est important parce que dans un logiciel qui va pouvoir servir pour beaucoup d'applications, bien, on fonctionne de la même manière. On fonctionne avec des variables, on fonctionne avec du code qui est générique puis qui peut servir pour toutes sortes de cas de figure. L'autre concept important, c'est que ces exemples, ils nous viennent de quelque part. Et c'est quelque part, on appelle la distribution génératrice des données. Ça, c'est quelque chose auquel on n'a pas accès directement. On le note mathématiquement P de XY. C'est quelque chose qu'on peut imaginer, mais qu'on n'a pas sous la main, qui est la nature, finalement, qui nous donne l'information, qui nous donne les exemples XY. Le processus par lequel on obtient des échantillons. Théoriquement, il existe une probabilité de distribution qui donne lieu à ces échantillons-là. Un autre élément dont vous avez entendu parler hier, c'est quelque chose de très important en pratique, c'est le concept de perte ou de coût ou d'erreur. Donc, d'habitude, comment on va choisir nos paramètres? On va les choisir de façon à ce que notre réseau de neurones fasse le moins d'erreurs possible. Donc, on doit définir une notion d'erreur. Il y a plusieurs manières de le faire, et des fois, on va en considérer plusieurs en même temps. Mais disons qu'il y a une certaine fonction d'erreur. Par exemple, ici, je l'ai appelée L, pour loss en anglais. Et la fonction d'erreur, dans l'apprentissage supervisé, ce qu'on va faire d'habitude, c'est qu'on va comparer la réponse produite par le réseau de neurones avec la bonne réponse, la cible. La réponse produite par le réseau de neurones, bien, ça va être l'application de la fonction notre réseau de neurones à l'entrée X. Donc, l'entrée X rentre dans le réseau. Ça, c'est le calcul qui est fait par le réseau de neurones. Il va nous donner un nombre ou un paquet de nombres, un vecteur de nombres. On va prendre ce résultat et d'une certaine manière, on va voir s'il correspond à la bonne réponse qu'on aurait voulu avoir ou celle qu'un humain aurait donnée. Et la fonction qui nous permet d'évaluer la qualité de la réponse, étant donné ce qui est la bonne réponse, c'est la fonction de perte. Donc ça, c'est une quantité très importante. Et en particulier, quand on va parler de réseau de neurones puis de descente de gradient et le sujet d'aujourd'hui, on va essayer de choisir une fonction L qui a la propriété qu'on peut calculer des dérivées à travers. Donc, on va voir un peu plus qu'est-ce que ça veut dire. Mais, par exemple, une fonction qui dit qui dit 1 quand il y a une erreur, puis 0 quand il n'y a pas d'erreur, ce n'est pas adéquat, c'est une fonction discrète parce qu'on ne peut pas calculer de dérivées où les dérivées sont 0, donc elles ne sont pas utiles. Donc, on va généralement choisir une fonction de perte qui a la propriété qu'elle est continue et différenciable, et donc on est capable de l'utiliser pour entraîner avec le gradient et avec la rétropropagation. Un autre élément dont vous avez peut-être entendu parler hier, on ne va pas beaucoup entrer là-dedans aujourd'hui, mais c'est bon de savoir ça, c'est que quand on va entraîner notre réseau de neurones, on va minimiser l'erreur moyenne. On veut essayer de choisir les paramètres pour que la moyenne des erreurs soit la plus petite possible. Donc ça a du sens. Mais ce qui est peut-être pas aussi intuitif, c'est que souvent, en plus de minimiser l'erreur moyenne, on va minimiser une autre affaire qu'on appelle un terme de régularisation. Des fois, c'est explicite comme ça, donc c'est vraiment quelque chose que numériquement, on va pouvoir calculer et on va modifier les paramètres pour qu'à la fois, il minimise cette sorte de pénalité et il minimise le nombre d'erreurs. On verra éventuellement que ça va nous aider à mieux généraliser à des nouveaux cas. Si on s'intéressait juste à produire un réseau de neurones qui donne les bonnes réponses sur les exemples d'apprentissage, sur les exemples de notre ensemble d'apprentissage, bien, il pourrait apprendre par cœur et ce n'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il généralise à des nouveaux cas. Et il se trouve que, il y a pas mal de théories puis évidemment d'expériences derrière ça, que si on pénalise le réseau, par exemple, en disant on voudrait que les poids du réseau soient petits, bien, ça peut faire en sorte que ça généralise mieux sur les nouveaux exemples. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va trouver dans les logiciels, la possibilité d'ajouter des termes de régularisation ou de pénalité qui peuvent aider à la généralisation.
Euh, donc, euh, donc, on obtient un coût total. Ça, c'est la perte pour un exemple. Et l'autre concept important, c'est qu'on ne s'intéresse pas seulement à la perte ou l'erreur pour un exemple, mais l'erreur totale, ou le coût, la fonction objective. C'est-à-dire c'est ce qu'on cherche à minimiser en fonction des paramètres. Donc c'est la quantité sur laquelle on va appliquer des algorithmes d'optimisation. Un peu plus tard ce matin, Nicolas va vous expliquer un peu plus c'est quoi l'optimisation et un petit peu les principes derrière les algorithmes qu'on utilise pour optimiser les réseaux de neurones. Mais aujourd'hui, je vais surtout me concentrer sur la question de comment calculer le gradient de notre fonction objective, ou essentiellement de notre fonction de perte, par rapport aux paramètres. Donc, ça va être le sujet d'aujourd'hui. Alors, avant que j'embarque dans ce sujet-là, parce que là, j'ai introduit un paquet de concepts, s'il y a des questions, ce sera peut-être un bon moment. Oui. Absolument. Un truc très important à garder à l'esprit, donc merci pour la question. La question, c'est qu'est-ce qui nous intéresse, plus un commentaire, ce n'est pas nécessairement de minimiser exactement la fonction objective, de trouver les meilleurs paramètres. Nicolas va en parler un peu plus tout à l'heure. On n'est pas capable, en général, de trouver les paramètres optimaux, ceux qui donnent l'erreur la plus petite. On aimerait bien, puis on va essayer d'utiliser des méthodes d'optimisation qui nous permettent de le faire le mieux possible, mais en général, ça va être une minimisation approximative, puis on va être relativement content avec ça. Merci pour la question. Oui. Oui. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, la question, c'est quoi le R? Donc, c'est ce qu'on appelle un terme de régularisation. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on ajoute parfois pour essayer d'empêcher l'overfitting. Donc, l'overfitting, c'est quand l'algorithme donne des bons résultats sur les exemples d'entraînement, mais ne donne pas des bons résultats sur des nouveaux exemples, les exemples de tests. Parce qu'il s'attache trop aux caractéristiques particulières des exemples d'apprentissage et il n'a pas réussi à trouver quelque chose de plus général qui se trouve un petit peu en arrière et qui est caché, puis c'est ce qu'on voudrait qu'il découvre. Alors, en mettant des bâtons dans les roues, finalement, à l'optimisation, puis au fait de simplement minimiser l'erreur sur les exemples d'apprentissage, en rajoutant des contraintes, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que parmi toutes les fonctions possibles qu'on voudrait explorer dans notre apprentissage, on ne s'intéresse pas seulement à celles qui fit bien les données, mais aussi qu'elles aient d'autres caractéristiques. Par exemple, que la fonction soit relativement simple. Alors, comment est-ce qu'on peut exprimer qu'une fonction soit simple? Il y a beaucoup de manières. Mais souvent, on va essayer de choisir ces termes de pénalité avec cette idée-là en tête. C'est un genre d'a priori sur le genre de solution qu'on veut avoir. Et plus notre a priori ou notre contrainte est forte, et plus ça va nuire à la capacité de fitter parfaitement les exemples d'entraînement. Mais si cet a priori est raisonnable et ça pourrait nous aider à bien généraliser. Donc, par exemple, si on dit « Ah, on aimerait que la fonction ne varie pas trop en fonction de x ». Et ça, souvent, ça va être obtenu simplement en disant « Ah, on voudrait que les paramètres soient petits ». Donc, c'est le genre de choses qu'on fait qui permettent de réduire les problèmes d'overfitting dont tu parlais. Oui, pour à chaque fois qu'on applique à un nouveau problème, à des nouvelles données, on aura à choisir ça et ce n'est pas toujours ce qui marche bien pour un et ne marche pas nécessairement pour l'autre, absolument. Alors, maintenant, je vous parle de la rétropropagation en tant que telle et du gradient. Alors, vous allez avoir beaucoup plus sur le gradient tantôt, mais en gros, l'idée du gradient, puis pourquoi c'est si utile pour l'apprentissage, c'est une quantité qu'on va associer à chacun des paramètres. Donc, pour chaque poids du réseau, on va avoir un nombre. Alors, on va noter ça avec cette notation-là, dl, dθ. Donc, si L, c'est l'erreur qu'on fait sur notre exemple, puis θ, c'est un des paramètres,
Alors ça, c'est un nombre. Puis si θ, c'est le vecteur de tous les paramètres, alors dl dθ, c'est le vecteur avec, pour chaque élément, le gradient, la dérivée pour un des paramètres. Et qu'est-ce que ça indique, ce gradient? Ce nombre-là, si on regarde pour un paramètre en particulier, la dérivée de l'erreur par rapport à un paramètre, ça nous dit comment ce paramètre influence l'erreur. Dans le sens suivant, si on faisait un petit changement de ce paramètre-là, précisément si on l'augmentait un tout petit peu, quel serait l'effet sur la perte? C'est ça que ça veut dire mathématiquement, la dérivée puis le gradient. Donc, vous voyez tout de suite que, vous ne voyez peut-être pas, mais je vais essayer de vous faire voir que si on a cette information, si on sait que si on bouge ce paramètre, si on l'augmente par exemple, ça va réduire l'erreur. Bien, c'est bon, ça veut dire qu'on devrait l'augmenter. Puis, si le gradient est à le signe opposé, ça veut dire que si on le diminue, là, bien, ça va augmenter l'erreur. Si on le diminue, ça va diminuer l'erreur. Mais là, ça, c'est quelque chose qu'on veut faire. Donc, on va regarder le signe du gradient nous dit dans quelle direction on devrait bouger notre paramètre pour que l'erreur diminue. Évidemment, ça, c'est super important parce que notre but, c'est de diminuer l'erreur. Donc, on cherche à savoir quel petit changement des paramètres on va pouvoir faire qui va faire en sorte que notre erreur diminue pour cet exemple-là. Puis, on va répéter cet exercice pour beaucoup d'exemples. Et c'est comme ça qu'on va finir par optimiser l'erreur totale. Donc d'où l'importance de ce gradient. Puis le signe est important, mais la magnitude du gradient aussi. Pourquoi? Parce que si cette dérivée est 0 ou très, très petite, en gros, ça veut dire qu'il n'y a rien qu'on peut faire en termes de petits changements de ce paramètre qui va avoir une influence sur l'erreur, pour cet exemple-là. Peut-être que ce paramètre-là n'entre pas en jeu dans l'erreur qui est faite pour cet exemple. Il n'est pas pertinent. À ce moment-là, ça ne sert à rien de le changer. Au contraire, si on changeait ce paramètre-là, alors qu'il ne change rien à l'erreur pour cet exemple-là, peut-être que ça nuirait à la performance sur d'autres exemples pour lesquels ce paramètre est utile. Donc, si la dérivée est petite, probablement qu'on ne veut pas changer ce paramètre-là. Et vice-versa, si la dérivée est grande, bien là, ça veut dire que c'est un paramètre qui a un rôle très important dans l'erreur. Donc, c'est vraiment celui-là qu'on veut changer et peut-être qu'on veut le changer plus que les autres paramètres. Donc, finalement, le signe du gradient nous dit dans quelle direction on devrait changer un paramètre, puis la magnitude du gradient nous dit de combien on devrait le changer, grosso modo. Fait que c'est super important. Ça nous dit vraiment comment on devrait apprendre. Après, il y a d'autres subtilités, mais c'est vraiment la base. En plus de ça, il y a un théorème qui nous dit que si on considère pas seulement un paramètre à la fois, mais tous les paramètres en même temps, le vecteur dont les éléments sont les dérivés pour chacun des paramètres, donc le gradient, ça indique une direction dans l'espace des paramètres. Puis c'est la direction optimale de descente. C'est un peu comme quand vous faites du ski, puis il y a une direction qui descend le plus possible. C'est la direction du gradient. Fait que si vous voulez arriver en bas le plus vite possible, puis que vous faites un paquet de petits changements, la direction à suivre, c'est vraiment la direction du gradient. Finalement, ça dit, il faut aller dans le sens selon le signe du gradient, puis il faut bouger en proportion du gradient. Alors, c'est pour ça que c'est si utile. Maintenant, je reviens sur qu'est-ce que c'est le gradient. Qu'est-ce que c'est? Une définition mathématique du gradient nous permet de voir qu'en gros, c'est ce que je disais tantôt, c'est de combien une variation du paramètre donne de variation du coût de l'erreur. Donc, cette formule mathématique-là, elle dit, si on changeait le paramètre θi par epsilon, c'est-à-dire qu'on remplace, à la place d'avoir θi, on le remplace par θi plus epsilon, où epsilon, c'est une toute petite quantité, la dérivée, ça serait la différence entre l'erreur qu'on aurait avec ce paramètre modifié un tout petit peu et l'erreur qu'on aurait avec le paramètre pas modifié. Fait que c'est simplement la variation de l'erreur divisée par la variation du paramètre. Donc, si on change notre paramètre par un tout petit epsilon, le gradient nous dit la variation d'erreur qu'on aura obtenue en proportion divisée par la variation du paramètre. Donc ça, c'est une manière de le comprendre. Puis,
il y a une raison informatique aussi pourquoi le gradient est si intéressant. Donc, en plus du fait que d'un point de vue optimisation, donc d'un point de vue mathématique, c'est vraiment la direction la plus importante à considérer pour optimiser, pour diminuer notre erreur, il se trouve que si on est capable de calculer notre erreur pour, mettons, notre réseau de neurones et que ça nous prend de l'ordre de n calculs, mettons n multiplication et addition, bien, on peut aussi montrer qu'on devrait être capable de calculer le gradient pour à peu près le même nombre de calculs, quelque chose qui est proportionnel au nombre de calculs qu'on a fait pour calculer l'erreur. Donc, en d'autres termes, si vous avez n'importe quel calcul qui est fait dans un ordinateur et que ça prend, mettons, un certain temps pour faire ce calcul-là, pour calculer les gradients qui correspondent à ce calcul, bon, pour calculer les dérivés d'un nombre par rapport à d'autres nombres qui sont dans ce calcul, bien, ça ne prend pas beaucoup plus de temps. Ça prend du même ordre de temps de calcul. Fait que ça, c'est bon de savoir ça. Et l'autre chose qui est importante de savoir, c'est que ça, c'est si on suit la bonne recette pour calculer le calcul. On pourrait aussi se trouver à ne pas suivre la bonne recette. Par exemple, si au lieu d'utiliser la rétropropagation que je vous ai expliqué tantôt, on utilisait cette formule-là directement pour calculer, pour estimer nos dérivés, bien, le temps pour calculer, pour estimer nos dérivés avec cette méthode-là qui fait calculer 2 fois la perte à 2 valeurs de chaque paramètre différent, au lieu d'être de l'ordre de n calculs pour, mettons, n paramètres, ça serait de l'ordre de n au carré. Donc, ce serait beaucoup plus coûteux. Pourquoi? Parce que ce qu'il faudrait faire si on essaie d'implanter ça dans un ordinateur, c'est de dire, bien, on va calculer l'erreur avec nos paramètres actuels. OK, bon, ça nous coûte une fois à travers le réseau. Après ça, pour chaque paramètre, on va considérer de modifier le paramètre un tout petit peu, juste ce paramètre-là. Les autres, on ne les touche pas. Puis de calculer l'erreur qui a été obtenue quand on a modifié ce paramètre-là. Fait que là, on passe une autre fois à travers le réseau. Mais il va falloir qu'on le fasse, puis là, on peut calculer la différence divisée par epsilon, et hop, on a notre gradient pour ce paramètre-là. Mais il faut qu'on le fasse pour tous les paramètres. Donc, si on avait 1 million de paramètres, chaque fois qu'on passe à travers le réseau, grosso modo, ça nous coûte 1 million de calculs. Mais il va falloir qu'on le fasse 1 million de fois, parce qu'à chaque fois qu'on veut recalculer ça pour chaque i, pour chaque paramètre, on doit repasser à travers le réseau. Fait que ça nous coûterait 1 million fois 1 million. C'est cher. Tandis que ce que je vais vous montrer tantôt avec la rétropropagation, ça va vous coûter de l'ordre de 1 million aussi. Fait qu'au lieu de 1 million fois 1 million, ça coûte 1 million. C'est très efficace, sachant que donc on pourrait le faire par d'autres manières et ce serait beaucoup moins efficace. Ah, OK. Merci pour la question. La question, c'est quoi la notation θ moins i? C'est une notation mathématique pour dire si θ, c'est un vecteur, donc θi, c'est l'élément i du vecteur, puis θ moins i, c'est tous les éléments du vecteur sauf l'élément i. Donc, c'est juste pour dire qu'on change juste l'élément i, les autres, on n'y touche pas. C'est la même chose là puis là. θ moins i, c'est le vecteur de tous les poids sauf celui qui est le numéro i. Voilà, merci pour la question, j'aurais dû expliquer ça. OK. Oui, il y a une autre question en arrière. Excusez-moi, parlez un peu plus fort. Si elle est linéaire dans le sens linéaire par rapport aux entrées, linéaire dans le nombre de paramètres, quoi? En partie, quoi? Bien, en général, on sait. La question, c'est est-ce qu'on peut prévoir le temps de calcul de l'erreur par rapport au nombre de paramètres? C'est ça la question? Oui, en général, on sait combien de temps de calcul ça prend pour, combien d'opérations on doit faire pour produire la sortie du réseau puis l'erreur. En général, pour beaucoup de paramètres, de réseaux de neurones, c'est simplement proportionnel au nombre de paramètres.
Des fois, il y a des paramètres qui sont réutilisés plusieurs fois, comme on va voir cette semaine les réseaux récurrents puis les réseaux à convolution. Donc là, le calcul est un peu plus compliqué, puis ça va dépendre de la taille de l'entrée et du nombre de paramètres. Donc, par exemple, un réseau récurrent, le calcul, ça va être proportionnel à la longueur de la séquence fois le nombre de paramètres. En gros, ça va être ça. Puis pour les images, c'est grosso modo la même chose. Mais on peut assez facilement faire ce calcul et donc avoir une idée du nombre de multiplications qu'on a besoin pour une entrée d'une certaine taille. Oui, la question c'est est-ce qu'on doit utiliser ça pour décider de l'architecture? Absolument. Donc, quand on design l'architecture, on a l'idée de combien de temps ça va prendre à peu près pour faire les calculs. Si ce n'est pas raisonnable par rapport à notre budget de temps de calcul, ben, on doit changer d'architecture ou acheter un ordinateur plus gros. Enfin, il faut qu'on soit cohérent en termes du temps de calcul et de la taille des réseaux de neurones qu'on va mettre là-dedans. OK. Une petite note, vous allez voir, si vous lisez des articles ou vous regardez des vidéos, vous allez voir que des fois, le mot backprop, rétropropagation en français, est utilisé un peu n'importe comment, avec toutes sortes de sens qui mélangent un peu plusieurs éléments. Moi, et dans le livre là, Deep Learning et d'autres chercheurs, on essaye d'utiliser le mot backprop ou rétropropagation pour quelque chose d'assez précis, qui est simplement comment on calcule le gradient. Vous allez voir, des fois, les gens utilisent le mot backprop pour parler d'un réseau de neurones, c'est le backprop, ou le calcul du gradient et la descente de gradient, c'est la backprop, ou le calcul du gradient dans une architecture de réseau de neurones multicouches. En fait, la backprop, c'est un principe général qui peut s'appliquer à des réseaux de neurones multicouches, qu'on va voir cet après-midi, mais qui peut s'appliquer à peu près n'importe quel calcul qu'on va faire de manière séquentielle dans l'ordinateur et pour lesquels ça a du sens de calculer des dérivés. Donc, ce n'est pas spécifique au réseau de neurones. En fait, ça a été inventé bien avant l'utilisation pour les réseaux de neurones. Ça a été inventé dans les années 50 et 60 pour des algorithmes de contrôle, donc des problèmes d'engineering où on doit contrôler des processus continus. Puis, à la fin des années 70, ça a été proposé comme une technique qui pourrait être utilisée pour entraîner des réseaux de neurones. Et finalement, au début des années 80, là, a vraiment commencé avec les articles de Rumelhart et Hinton et d'autres, l'idée d'utiliser les principes de calcul automatique du gradient avec une méthode systématique pour les réseaux de neurones. Bon, donc, allons-y. Alors, le cœur de l'algorithme de rétropropagation, c'est un principe mathématique qui s'appelle la dérivée en chaîne. Donc là, j'utilise des notations mathématiques. N'hésitez pas à me poser des questions si les choses ne sont pas claires. Je vais essayer de rendre ça le plus intuitif possible. Alors, de quoi on parle? On a une fonction qui prend des nombres y et qui nous donne des nombres z. On va considérer d'abord le cas où y c'est juste un nombre, puis z c'est un nombre. Donc, f c'est une fonction d'un réel vers un réel qui prend, mettons, l'âge du capitaine et qui produit l'âge de sa mort, mettons. On prend un nombre, on produit un nombre, puis une des questions qui nous intéresse, c'est comment est-ce que si je change l'argument de la fonction, ça va changer le résultat. Et ça, on a déjà la réponse, c'est simplement le gradient ou la dérivée partielle qui indique comment la variation de l'argument a un impact sur le résultat. Ça, c'est ce qu'on a discuté tantôt. Là où les choses se compliquent, c'est que dans les réseaux de neurones et dans d'autres calculs, on n'a pas juste une fonction. Notre fonction, elle est compliquée. Et en fait, elle est compliquée dans le sens qu'elle est obtenue en appliquant plusieurs fonctions l'une par-dessus l'autre. Par exemple, on a le calcul qui est fait pour obtenir les sorties de la première couche du réseau de neurones, puis après ça, on fait un autre calcul
qui produit le résultat de la deuxième couche, puis le résultat de ça, c'est l'entrée pour calculer le résultat de la troisième couche, etc. Donc, on va composer des fonctions. On va faire de la composition de fonctions. Donc, dans le cas le plus simple, on a deux fonctions, f et g, puis on prend x, on met ça dans g, ça nous donne y. On prend le résultat, on met ça dans f. OK? Donc, on a la sortie de g qui devient l'entrée de f. Puis, on veut le résultat d'appliquer la composition de f sur g. Donc là, comment on fait pour calculer les dérivées? Bien, il y a une réponse qui s'appelle la dérivée en chaîne, qui nous dit comment la variation du premier argument, l'entrée de tout, ici, x, va nous donner une variation du résultat final. Donc, dz dx, ça nous indique comment un changement de x donne un changement de z. Et bien, la réponse est donnée par cette formule. C'est simplement la multiplication des deux dérivées partielles, qu'on appelle partielles, qui correspondent à chacune des deux fonctions. Okay? Donc, dz dy, c'est comment la deuxième fonction est influencée par une variation de son argument, puis dy dx, c'est comment la première fonction est influencée par une variation de son argument. On fait juste multiplier les deux, puis ça nous donne la règle de dérivée en chaîne. Donc, on va entrer un peu plus là-dedans pour même comprendre comment ça se fait que c'est vrai, cette histoire-là. Alors, je montre graphiquement, on a notre entrée x, on produit un résultat intermédiaire y, et ensuite, on applique la deuxième fonction pour obtenir z. OK? On va souvent utiliser des petits dessins comme ça pour illustrer ce qu'on appelle un graphe de flot. Donc ça, c'est dans le titre tout à l'heure, vous vous rappelez? Alors ça, c'est un graphe de flot très simple. Il y a trois nœuds dans ce graphe-là. Il y a la variable d'entrée, il y a une variable intermédiaire, puis il y a une variable de sortie. Après, on va complexifier, puis on va faire des graphes plus intéressants qui correspondent, par exemple, à ce qu'on veut faire dans des réseaux de neurones. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est déterminer comment une petite variation de x autour de la valeur actuelle donnerait une petite variation de z. Donc, on sait par la définition du gradient, pour chacune de ces deux fonctions, que si on faisait une petite variation de x, par exemple, ça donnerait une petite variation de y selon cette règle-là. Parce que vous vous rappelez que dy dx, c'est delta y sur delta x, c'est-à-dire que c'est le ratio du changement de la sortie de la fonction par rapport à l'entrée de la fonction. Donc, évidemment, si on fait juste prendre le delta x qui est en dessous ici, puis on le met à droite, on obtient que la variation d'y est égale à la variation de x fois la dérivée. Donc, si on connaît la dérivée de la fonction g ici, bien, on peut juste la multiplier par la variation de x qu'on voudrait mettre, puis ça nous donnerait une variation de y. Il faut comprendre que ça, c'est seulement vrai quand les variations en question sont toutes petites. D'accord? Alors, de la même manière, en sachant la dérivée de la deuxième fonction, on peut savoir qu'une petite variation de y donnerait une certaine variation de z, la sortie finale, tout simplement en multipliant la variation de y par la dérivée des z dy. Donc voilà, on prend ces deux équations-là, puis on plug l'une dans l'autre, et on obtient la dérivée en chaîne, parce que si une variation de x me donne cette variation de y, je prends cette variation de y, je la multiplie par la dérivée dans cette équation-là, et ça me donne la variation de z. Donc, j'obtiens cette équation. On ne peut pas faire beaucoup plus simple comme algèbre. Est-ce que vous me suivez ou s'il y a des questions sur ça? Oui. Ah, bonne question. La question, c'est pourquoi c'est valide seulement pour des petites valeurs? Bien, si les fonctions f et g, les deux fonctions ici qui sont appliquées l'une après l'autre, étaient linéaires, bien, ce serait vrai tout le temps, même pour des grandes variations. Mais comme elles sont non linéaires, bien, c'est pas vrai. Et un peu plus loin que là où on est, la fonction f, elle peut se comporter de manière très différente. En fait, ce qu'on suppose là, c'est que localement, dans une toute petite distance autour du point x, nos fonctions sont bien approximées par quelque chose de linéaire. Donc, toute fonction qui est assez lisse, si on zoome, on trouve des petits segments qui ont l'air d'être à peu près droits. Donc, ça marche. OK. Oui.
Alors, la question, c'est si l'une de ces fonctions a le plus grand impact, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça va biaiser l'optimisation? Quel que soit le gradient, il est ce qu'il est. D'accord? Donc, là, on s'intéresse à le calculer. On va voir tout à l'heure, je pense que ta question va devenir plus pertinente quand on considère plusieurs chemins. Puis là, il y aura peut-être des chemins qui dominent, où le gradient est plus grand d'un côté que de l'autre. Mais ce n'est pas nécessairement grave. C'est peut-être ce qu'on veut. Si l'information, pour cet exemple-là, passe plus par un chemin qu'un autre, puis l'autre est ignoré pour cet exemple-là, puis peut-être un autre exemple, ce serait différent, c'est correct. À ce moment-là, on veut effectivement tenir compte de là où c'est pertinent. Donc, ce n'est pas nécessairement inquiétant là, que le gradient soit plus grand à certaines places qu'à d'autres. En fait, c'est même désirable. Donc là, justement, on essaie de complexifier un petit peu notre graphe. Au lieu d'avoir juste un chemin entre x et z, on en a deux ici. Donc là, finalement, on a, en réalité, on a trois fonctions. On a celle qui calcule y1 à partir de x, on a celle qui calcule y2 à partir de x, puis on a celle qui calcule z à partir de y1 et y2. Et donc, c'est un calcul très, très simple, potentiellement, mais là, ça nous amène à réviser un petit peu notre notion de la dérivée en chaîne, parce que la formule que je vous ai donnée tantôt, la manière dont je l'ai dérivée, c'est imagine que x c'est un nombre, y c'est un nombre, z c'est un nombre. On a ce graphe simple. Qu'est-ce qui arrive quand le graphe est plus compliqué? Finalement, c'est comme si, en fait, y, au lieu d'être un nombre, maintenant, c'est un vecteur avec deux nombres à l'intérieur. Donc là, on a juste changé un petit peu la donne. Bien, il se trouve que la formule qu'on avait là est encore bonne, mais les dérivées partielles, au lieu d'être des nombres, sont des vecteurs. Donc, par exemple, si y, c'est un vecteur qui a deux éléments, dz, dy, ben, c'est un vecteur avec deux éléments. Puis dy, dx, c'est aussi un vecteur avec deux éléments. Et finalement, si on applique les règles mathématiques, là, je ne rentrerai pas dans le détail comme dans la précédente, ben, on arrive à la formule suivante, qui est le produit scalaire entre les deux vecteurs, que la dérivée, donc l'influence de x, l'influence totale de x sur z, c'est la somme à travers tous les chemins, là il y en a deux, et de quoi? Pour chaque chemin, comme s'il y avait juste ce chemin-là qui existait. Donc, la règle de dérivée en chaîne le long de ce chemin-là, c'est-à-dire le produit des dérivées partielles le long de ce chemin-là. Donc, dz dy1 fois dy1 dx pour ce chemin-là, puis dz dy2 fois dy2 dx pour ce chemin-là. Fait qu'on multiplie le long du chemin, puis on additionne entre les chemins. Ça nous donne cette formule. Donc, ça, c'est intéressant de comprendre intuitivement ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de voir, puis c'est en rapport avec la question qui m'a été posée juste avant, que pour calculer les gradients, on est en train d'avoir une espèce de flot de gradients qui part qui en fait va partir d'en haut, puis qui nous dit un peu c'est quoi la responsabilité du gradient total, quel chemin est responsable pour l'influence de x sur z. Puis chacun va avoir une part de responsabilité. Et sa part de responsabilité va dépendre de ce qui se passe le long du chemin. Si, par exemple, y1 n'a pas d'influence sur z, ça veut dire que dz dy1 vaut 0. C'est-à-dire qu'un petit changement d'y1 ne change pas z. À ce moment-là, la part de tout le chemin ici va être 0. Ça va tout être à cause de ce chemin-là que x pourrait influencer z. Oui. Z est une fonction exactement de y1 et y2. C'est ça. Ouais. Oui. 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 La question était, comment on fait pour savoir quel X ou quel Y influence le plus Z? Oui.
en fait, on va pouvoir utiliser justement le calcul du gradient pour répondre à cette question. Et c'est une question qui revient souvent avec des réseaux de neurones ou d'autres algorithmes d'apprentissage. Pour tel cas, mettons, j'ai un patient qui a un certain nombre de symptômes, puis là, mon réseau de neurones, il prédit qu'il y a une grande chance d'avoir un certain problème, il est diagnostiqué d'une certaine manière. Souvent, on voudrait savoir, mais c'est quoi les variables qui ont été déterminantes dans la réponse? Et là, on peut calculer la dérivée de la réponse par rapport à chacune des entrées avec le calcul du gradient. On veut faire la bac propre, tout simplement. Mais on va la faire non pas par rapport aux paramètres, mais par rapport aux entrées. Et là, on va avoir la réponse à votre question. Ça va nous dire quel petit changement de chacune des variables aurait eu comme effet sur la prédiction finale. Donc, c'est tout à fait utile en pratique. OK, donc évidemment, ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut le généraliser à plus que 2 chemins. Donc, à la place d'avoir 2 termes dans la somme, comme ici, on va simplement avoir n termes dans la somme, et puis on va utiliser une notation mathématique de sommation. Si vous n'êtes pas familier avec ça, ce n'est pas grave, mais on va simplement dire que c'est la somme sur tous les chemins. En fait, plus précisément, on va parler, là, maintenant on va commencer à réfléchir un petit peu à la structure du graphe. Si X, c'est un nœud, qui n'est pas nécessairement l'entrée, mais c'est un nœud quelconque, et qu'il a des nœuds qui le suivent, des successeurs, puis que ces nœuds-là, eux-mêmes, influencent le nœud final qui nous intéresse, on peut calculer la dérivée de Z, le nœud final, par rapport à ce nœud X, par une somme sur tous les successeurs. Et pour chaque successeur, on aura besoin de la dérivée de Z par rapport à ce successeur, multiplié par comment ce successeur est influencé par X. Donc, si on sait comment chacun des Y, qui sont les successeurs de X, influence Z, puis on sait comment chacun des Y est influencé par X, là, on peut juste faire ce calcul et on obtient la réponse pour X. Donc, en fait, c'est exactement ce qu'on va faire dans un graphe plus général. On va utiliser ce qu'on appelle une méthode récursive. Et là, c'est vraiment la base de la rétropropagation. On va utiliser la formule que je vous ai montrée, mais on va l'appliquer de manière particulière, c'est-à-dire qu'on va prendre chaque nœud et on va supposer récursivement qu'on a déjà calculé la dérivée, le gradient pour les nœuds successeurs. Donc, si on sait déjà comment ces nœuds-là, qui sont les successeurs de X, influencent Z, parce qu'on a déjà fait ces calculs-là, on va pouvoir maintenant connaître la réponse du gradient pour ce nœud-là. Évidemment, une fois qu'on a calculé tous ceux-là, puis ceux-là, on peut calculer, par exemple, on peut calculer lui aussi. Puis une fois qu'on connaît ces deux-là, on peut calculer lui. Donc, on va partir de la fin de la prédiction et on va utiliser la formule de dérivée en chaîne pour calculer les dérivées du coût par rapport à chacun des nœuds dans le bon ordre, de façon à pouvoir utiliser le fait qu'on a déjà calculé les gradients pour les nœuds qui suivent le nœud qui nous intéresse, et on va le faire pour tous les nœuds. Tout simplement, si on refait le parcours qu'on a fait dans le calcul du graphe dans le sens inverse, on va être sûr que à chaque point, les successeurs du nœud qu'on regarde ont déjà été visités, on a déjà calculé leur dérivée. On commence avec le nœud final, puis on va dire, pour le nœud final, c'est quoi la dérivée de Z par rapport à Z? C'est 1. Si je change Z un petit peu par epsilon, ça va changer Z par epsilon. Donc, la dérivée, c'est epsilon sur epsilon, c'est 1. Donc, on va pouvoir appliquer ce principe, par exemple, dans les réseaux de neurones multicouches, dont on va reparler un peu plus cet après-midi, dans lequel le graphe de flow, qu'est-ce qu'il y a comme élément? Il y a l'entrée du réseau de neurones, il y a les sorties de chacun des neurones, mettons ici c'est les neurones cachés, ici on a juste une couche cachée, il y a les sorties du réseau, il y a les paramètres, donc qui sont les poids qui sont utilisés dans les calculs du réseau, et puis il y a la fonction de perte, ici on va revenir là-dessus tout à l'heure, qui calcule ce qu'on voudrait minimiser. Il y a un nœud spécial ici qui est la cible, la bonne réponse Y, qui rentre dans le calcul de la fonction de perte. Donc, la manière dont on va avancer, alors voyons si ça fonctionne ici.
OK. Donc, on va regarder ça plus en détail. Donc, vous voyez ici, j'ai un graphe de flow pour un réseau de neurones multicouches avec 2 couches cachées. Puis, ce que j'ai indiqué à gauche, W1, W3, c'est, pour résumer, là, tous les paramètres, tous les poids de une des couches. Donc, W1, c'est tous les poids de la couche 1, W2, c'est tous les poids de la couche 2. Dans un réseau comme ça, W1, c'est une matrice parce que pour chaque unité d'entrée, puis pour chaque neurone caché, on va avoir un poids qui nous dit la force de l'influence d'une entrée sur un neurone caché. Dans la deuxième couche, c'est la même chose. On a une matrice avec un élément pour chaque élément de la couche précédente et chaque élément de la couche suivante. Donc, on a tous ces poids. Et là, pour ne pas avoir un million de petits cercles rouges, j'ai regroupé dans un nœud tous les poids de la première couche, tous les poids de la deuxième couche, etc. Okay? Donc, quand on calcule la sortie du réseau puis l'erreur qui est faite sur un exemple avec la bonne réponse Y, bien, finalement, ce qu'on fait, c'est la passe avant, forward propagation en anglais, et on fait des calculs dans un certain ordre. C'est qu'on commence par mettre les valeurs de, mettons, notre entrée sur les nœuds d'entrée. Puis là, on va pouvoir calculer potentiellement en parallèle les sorties de chacun des neurones de la couche cachée. On va utiliser les poids. Une fois qu'on a calculé tout cela, bien, on va pouvoir calculer tout cela aussi potentiellement en parallèle. Puis ensuite, on va pouvoir calculer tout cela. Puis ensuite, on va pouvoir calculer l'erreur. Donc, il y a un certain ordre dans les calculs. On ne peut pas commencer par calculer la sortie avant d'avoir calculé les couches précédentes. Donc, cet ordre-là est important de le garder à l'esprit parce que quand on va faire la rétropropagation, on va aller visiter les nœuds exactement dans le sens inverse. Donc, on commence par le nœud final qui est l'erreur qu'on veut minimiser et on va calculer le gradient sur la sortie. Qu'est-ce que ça fait calculer le gradient sur la sortie? Finalement, ça nous donne la dérivée de l'erreur par rapport aux sorties. Puis ça indique quoi? Ça nous dit comment chacune des sorties pourrait changer optimalement pour réduire le plus l'erreur. Donc, ça nous dit, le gradient, on se rappelle, c'est comment un petit changement de la sortie pourrait influencer l'erreur. Puis une autre manière de le voir, c'est comment on pourrait changer la sortie pour réduire le plus l'erreur. Ça nous dit qu'est-ce que le réseau aimerait que les sorties changent pour aller dans la direction de le plus possible minimiser l'erreur. Donc, peut-être, par exemple, on fait de la classification, puis il y a un neurone qui indique une probabilité pour la bonne catégorie. Puis probablement que le gradient va nous dire, s'il y a une erreur, c'est qu'il n'est pas assez élevé. La réponse de ce neurone n'est pas assez élevée. Le gradient va indiquer d'augmenter l'activation de ce neurone-là. Donc, le gradient nous dit comment changer les choses pour obtenir un certain objectif qui est ici de minimiser notre coût, mais comment juste la direction du changement, puis de combien on devrait le faire si on faisait un petit changement. Alors, la première étape, c'est que finalement, la backprop ne va pas juste nous donner le gradient sur les paramètres. Comme résultat intermédiaire, va nous donner le gradient sur tous les calculs qui sont faits, tous les éléments du réseau, donc les sorties, les couches cachées. Donc, après avoir calculé le gradient sur la sortie, bien, on va pouvoir utiliser la formule de tantôt pour calculer le gradient sur la dernière couche cachée qui nous dit finalement comment est-ce que les neurones de cette couche cachée devraient changer un petit peu de manière infinitésimale pour réduire notre coût. Et puis, on peut utiliser la même formule pour calculer comment modifier les paramètres de la dernière couche, les poids qui relient cette couche-là à cette couche-là. Alors, évidemment, une fois qu'on a le gradient sur les poids ici, bien, on pourrait s'en servir pour les modifier, puis on parlera d'optimisation tout à l'heure avec Nicolas. Une fois qu'on connaît comment on pourrait changer la deuxième couche ici pour réduire l'erreur, bien, on peut se servir de la récursion de la rétropropagation pour appliquer le même genre de calcul pour trouver comment la première couche devrait changer, puis comment les poids ici qui influencent ces neurones-là pourraient eux aussi changer. Donc, on continue comme ça pour chacune des couches et là, ben, on va obtenir les gradients pour tous les paramètres. Si j'avais aussi continué puis obtenu la dérivée par rapport aux entrées, mais là, j'aurais répondu à la question de monsieur qui était
comment je devrais changer les entrées pour avoir un coût plus bas. En général, si on veut juste apprendre, on n'a pas besoin de répondre à cette question. C'est pour ça que là, je ne l'ai pas mis. Mais si on veut analyser un réseau déjà entraîné, mais ce même calcul-là, quand on calcule le gradient par rapport à x, nous donnerait de l'information sur la sensibilité du réseau par rapport à chacune des entrées par rapport à l'erreur ou à la sortie. Donc voilà. En gros, on a ce calcul récursif. Il part de la structure du graphe et il va se promener dans le graphe dans le sens inverse des flèches. Donc, dans le cas d'un réseau de neurones, on part de la sortie, du coup, ensuite la sortie, puis chacune des couches. Puis, le long du chemin, on calcule les gradients pour les poids. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue informatique, c'est un calcul qui est optimal, dans le sens qu'on ne peut pas aller plus vite que ça pour calculer le gradient. Et ça utilise un même principe qui se retrouve dans beaucoup d'algorithmes, qui s'appelle le principe de la programmation dynamique, qui évite de refaire le même calcul plusieurs fois. Donc, en fait, il y a une subtilité là, dans l'efficacité informatique de la rétropropagation. Finalement, la manière dont je vous ai expliqué le calcul du gradient dans un graphe de flow, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique au réseau de neurones. C'est quelque chose de plus général que ça et qui peut être mis en œuvre informatiquement avec ce qu'on appelle des méthodes de différenciation automatique. Donc, en fait, dans les logiciels modernes de réseaux de neurones, la manière dont le calcul du gradient est effectué n'est pas spécifique à une architecture. Au début, au début, je veux dire, par exemple, dans les années 80-90, beaucoup de gens qui écrivaient leur propre code de calcul de gradient dans les réseaux de neurones, bien, ils écrivaient leur code pour une architecture avec une certaine forme, mettons un certain nombre de couches, une certaine connectivité, etc. Puis, ils écrivaient le calcul à la main des dérivés dans l'ordre inverse des couches, etc. Mais si je change mon architecture, maintenant c'est un réseau à convolution ou c'est un réseau récurrent ou c'est une architecture bien plus compliquée comme celle qu'on utilise, je ne sais pas, pour la traduction ou d'autres choses complexes dont on a parlé et vous allez voir un peu plus tard cette semaine, bien là, ça commence à être embêtant parce que s'il faudrait qu'on réécrive le code pour le calcul du gradient pour chaque architecture, c'est pénible, puis on va sûrement faire des erreurs. Et par contre, si on utilise un algorithme générique, c'est-à-dire qui prend le graphe de flow lui-même et qui, en inspectant le graphe de flow, peut savoir comment calculer les gradients, bien là, on va pouvoir appliquer le même code pour toutes les architectures. Donc, c'est évidemment beaucoup mieux. Et c'est ce que tous les algorithmes, les logiciels modernes font. Donc, si j'essaie de résumer l'ensemble, dans un graphe de flow quelconque, qui a une certaine structure qui correspond à un graphe, comment est-ce qu'on va calculer le gradient selon le principe de la rétropropagation? Bon, premièrement, évidemment, on passe à travers notre graphe dans la partie forward prop, fprop, donc la partie qui calcule les sorties, les prédictions et les erreurs. Et dans la deuxième partie, la backprop, la rétropropagation, bien, on va suivre la récursion suivante. On va initialiser le gradient, on va commencer avec le gradient de la sortie. Je l'ai dit tantôt, lui, c'est 1, parce que dz, c'est 1. Donc, pour lui, on connaît la réponse de manière triviale. Puis après ça, on va voir tous les nœuds qui précèdent ce nœud-là. Et en fait, en général, on va prendre n'importe quel nœud pour lequel on a déjà calculé le gradient sur les successeurs. Alors évidemment, ceux-là, on a déjà calculé le gradient sur leur successeur, parce que leur successeur, c'est z. Et on va appliquer la même formule que tantôt, la formule de dérivée en chaîne générale, disons, quand il y a plusieurs successeurs. Et avec cette formule-là, on voit qu'il y a deux parties. À chaque nœud x, on fait une somme sur les successeurs et on multiplie deux sortes de choses. On multiplie le gradient qu'on a déjà calculé sur les successeurs, donc dz, dy. Pour chacun des i ici, on aura par la récursion déjà calculé des z, dy. Au début, on le sait parce que c'est 1. Et on va multiplier ça, des nombres qu'on a déjà calculés, par dy, dx, c'est-à-dire comment ce nœud-là est influencé par
son prédécesseur x. Lui, c'est une fonction de plusieurs variables. Puis, on est capable, parce qu'on connaît cette fonction-là, de calculer, en général de manière analytique, la dérivée de cette variable-là par rapport à celle-là pour la situation actuelle, étant donné les autres valeurs. Donc, on va multiplier ces deux choses-là et sommer sur tous les nœuds, et voilà. Ça nous donne maintenant la réponse pour ce nœud-là. Évidemment, on peut le faire pour lui, pour lui, pour lui, puis on peut continuer pour tous les nœuds qui précèdent, etc. Donc, on va tout simplement se promener dans le graphe dans le sens inverse et utiliser cette récursion. Fait que ça, c'est la vague propre. C'est clair? Vous pouvez l'implémenter demain matin? L'important pour moi, ce n'est pas nécessairement que vous puissiez l'implémenter, mais que vous compreniez le principe, parce que quand on utilise les logiciels qui vont faire ça pour vous, ben, ça aide évidemment d'avoir une idée de ce qui se passe en dessous. Oui? Oui. OK. Donc, la question, c'est, étant donné que la backprop était déjà connue dans les années 80, qu'est-ce qui s'est passé en 2006 qui est différent de ça? Bien, évidemment, la backprop, on l'utilisait et on continue à l'utiliser, puis elle est au cœur de ce qu'on fait. Mais avant 2006, quand on utilisait la backprop avec les types d'architecture qu'on faisait à l'époque, avec des non-linéarités sigmoïdes, pour l'apprentissage purement supervisé, bien, ça ne marchait pas bien quand on avait plus qu'une ou deux couches cachées. Aussitôt qu'on essayait, 2, c'était la limite, 3, ça commençait à ne pas marcher, puis 4, 5, c'est catastrophe. Alors, ce qui s'est passé en 2006, c'est qu'on a trouvé une procédure différente pour entraîner un réseau avec 3, 4, 5, 6 couches cachées qui fonctionnaient, alors qu'auparavant, personne n'avait été capable d'entraîner ce genre de réseau-là. La procédure, elle est basée sur de l'apprentissage non supervisé, dont on n'a pas encore parlé, mais en gros, c'est une heuristique qui dit, bien, vu qu'on n'arrive pas à entraîner un réseau profond, on va y aller couche par couche avec un bon guess. Qu'est-ce qui pourrait être une première initialisation de ce qui est calculé par la première couche? Extraire des caractéristiques sans connaître les cibles qui sont pertinentes parce qu'elles capturent les variations qui sont présentes dans les données. Puis après ça, on fait la même chose pour la deuxième couche, puis la troisième couche. Tout ça, avant même d'avoir vu les classes ou les choses qu'on doit prédire, simplement les entrées. Donc ça, c'est de l'apprentissage non supervisé. Puis on servait de ça comme initialisation, donc comme point de départ, pour faire la backprop traditionnelle. Et le fait de partir de ce point-là, plutôt que des configurations aléatoires des poids, ça a donné des résultats beaucoup mieux que ce qu'on était capable de faire avant. Après, en 2011, on a trouvé que, enfin un petit peu avant, mais c'était publié en 2011, on a trouvé que on pouvait rester avec la backprop simple sans avoir besoin de cette procédure à plusieurs étapes, etc. Simplement changer les sigmoïdes en rectifieurs. Donc, vous avez vu hier les fonctions ReLU, linéaires par partie. Alors, ce petit changement-là a l'effet qu'on est capable d'entraîner des réseaux profonds, très profonds, d'un coup, sans avoir besoin de toutes ces étapes. Ça, c'est, disons, la réponse courte à ta question. Oui, ici. Pourquoi le ReLU marche mieux que le softmax? Enfin, on n'utilise pas les softmax en général à l'intérieur, on utilise les tanch ou les sigmoïdes. La réponse n'est pas complètement claire, mais disons que l'intuition qui se dégage, c'est que, bon, on a étudié des problèmes qu'il y a spécifiquement avec la sigmoïde, qui était le plus couramment utilisé, qui fait que le réseau, pendant l'optimisation, semble souvent se coincer dans des situations où les neurones sont saturés, c'est-à-dire que la réponse est proche de 0 ou proche de 1. Et même avec la tangente hyperbolique, qui est un peu mieux que la sigmoïde, ça peut arriver. Et même quand ça n'arrive pas, on dirait que l'entraînement, dans le cas des réseaux profonds, marche moins bien. Pourquoi? Je pense que ce n'est pas encore complètement clair. Mais si on regarde la différence entre ce qui se passe avec les ReLU et les tangentes hyperboliques, ce qui se passe avec
ces non-linéarités non linéaires par partie, là, les rectifieurs, c'est qu'il va y avoir des neurones qui sont pas du tout, qui sont saturés, qui sont à zéro. Donc, eux, ils ne rentrent pas du tout dans le calcul. Là, ils sortent zéro. Puis la dérivée à travers eux, c'est zéro. Donc, c'est comme s'il y avait plein de chemins là, qui étaient... il ne se passe rien sur ces chemins-là. Il sort zéro. Il n'y a pas de gradient qui passe. Mais il y en a quelques-uns, environ la moitié, pour lesquels ça passe. Et ça passe tout droit, si on peut dire. Parce que la fonction rectificatrice comme ça, là, max 0x, donc, elle vaut 0 ici, quand l'argument est négatif, puis elle vaut l'identité au-dessus. Puis quand c'est l'identité, ça veut dire que la dérivée, là, est 1. Donc, c'est comme si le jus, là, le gradient, il passe tout droit sans problème. Tandis que quand on a un truc comme ça, bien, la dérivée va être correcte quand on est par là, mais si jamais on est proche de ces zones-là, ça passe moins bien. Comme je te dis, il n'y a pas vraiment une explication très satisfaisante, mais c'est en gros l'intuition que j'ai derrière ça. Il y avait une autre question? Les poids initiaux. Bonne question, je vais en parler demain. Oui, la peur de la discontinuité. Quand on a fait les expériences avec mon étudiant Xavier Glorieux avec ça, on était convaincu que ça causerait des gros problèmes parce qu'on savait que les neurones classiques, là, comme ça, sigmoïde ou Tanch, quand ils saturaient, ça bloquait. Fait que là, on se disait, ben là, la moitié du temps, grosso modo, on va être dans la partie négative, ça va saturer, ce ne sera pas bon. Fait que là, on avait peur qu'il y ait des neurones qui restent coincés tout le temps dans cette zone-là. Mais en fait, ça n'arrive pas, ou très, très peu. Donc, notre peur n'était pas justifiée. Et c'est à cause de cette peur que les gens n'avaient pas expérimenté avec ce genre de truc. Comme quoi, des fois, on se fait des idées parce qu'on entend les gens dire « Ah, c'est comme ci, c'est comme ça », puis on est un patate. Il n'y a rien de tel que l'expérience. Okay? La science, c'est tester vos idées expérimentalement parce que nos intuitions, nos a priori peuvent être faux. Oui. Oui, c'est vrai. Donc, la question, c'est est-ce que ce n'est pas un avantage que donc c'est des fonctions linéaires par partie? Est-ce que ce n'est pas une classe plus générale? Je ne pense pas que c'est ça l'enjeu. Il y a tellement de neurones là-dedans puis, qui se composent, quand on regarde au microscope, là, on zoome la fonction qui est calculée, on regarde certaines dimensions, ça a l'air lisse. C'est parce que chacun des petits bouts, donc si on compose plein de fonctions comme ça, on pourrait se dire, ah ben le résultat, ça va être une fonction qui est linéaire par partie, qui est comme un truc de même. Mais c'est que le nombre de ces petits trucs-là est exponentiellement grand. Et donc, tu as beau zoomer autant que tu veux, là, ça a l'air de même. C'est dur à croire, là, mais c'est ça qui se passe. Donc, d'après moi, même si formellement c'est linéaire par partie, ça finit par ressembler à des fonctions qui sont assez lisses. Oui. C'est la même chose, mais pas tout à fait. Alors, la dérivée en chaîne, c'est un principe qui nous dit comment calculer la dérivée à travers une composition de fonctions. Puis la rétropropagation, c'est une application de ce principe-là pour un graphe de flow. On pourrait utiliser la dérivée en chaîne dans le sens inverse. C'est-à-dire que là, je n'en ai pas parlé, mais là, on calcule les gradients de la fin vers le début. On pourrait aussi les calculer du début vers la fin, mais ça donne que c'est beaucoup moins efficace en termes de calcul. C'est-à-dire que la dérivée en chaîne, c'est un outil mathématique, mais après, on s'en sert pour construire un algorithme qui suit un certain ordre de calcul, qui est la rétropropagation. Est-ce que ça répond à ta question? Donc, on l'utilise, mais tu remarques que ça, c'est la dérivée en chaîne, mais il y a tout le kit autour, là, ça fait que c'est la bac propre. Calculer une série de dérivées en chaîne dans un certain ordre avec des résultats partiels, c'est ça la rétropropagation. OK. En arrière? Oui?
Oui, alors c'est vrai, mais c'est un détail selon moi. Donc effectivement, calculer le max entre 0 puis un nombre, c'est très rapide dans l'ordinateur, comparé à calculer la sigmoïde où il y a une exponentielle et donc on va approximer l'exponentielle avec une série de Taylor, des choses comme ça. Euh, c'est sûr que c'est plus long, mais ce qui domine dans le calcul des réseaux de neurones, ce n'est pas tellement les calculs de non-linéarité, c'est plutôt les multiplications de matrices, les multiplications des sommes pondérées, parce qu'il y en a beaucoup. Si on a autre qu'un tout petit réseau, là, si on a un réseau qui a au moins, disons, 1000 unités par couche, bien là, tout de suite, ça fait 1000 par 1000, 1 million de calculs pour chaque couche, alors que les non-linéarités, ben, il y en a 1000 par couche, donc ça fait 1000 fois moins. Fait que, oui, ça peut jouer, mais c'est pas, ça joue à la marge, disons. C'est pas ça qui fait le succès de ce truc-là. Je vais peut-être juste avancer un petit peu. On va encore on va encore un peu de temps pour des questions. OK. On va en reparler, vous allez voir ça dans les prochains jours. On va parler des réseaux récurrents, d'autres architectures qui ne sont pas les réseaux multicouches. Et finalement, c'est le même principe qu'on va appliquer. Ça, c'est un avantage d'avoir compris la rétropropagation d'une manière générale et pas seulement pour un réseau multicouche. C'est qu'on peut prendre n'importe quel graphe de flow, puis en particulier le graphe de flow d'un réseau récurrent, c'est un graphe qui a l'air de ça, où on a une séquence d'entrée, puis on a une séquence de couches cachées. Puis c'est comme un genre de réseau multicouche bizarre dans lequel on a des entrées à chaque couche. Puis l'entrée de chaque couche, c'est la couche précédente et l'entrée courante. Puis l'autre différence avec un réseau classique multicouche, c'est qu'au lieu d'avoir des poids différents à chaque couche, ben, c'est les mêmes poids. Bon, là, on va voir ça plus en détail dans les prochains jours, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a d'autres architectures ici qui servent à traiter des séquences qui peuvent bénéficier exactement de la même procédure générale de rétropropagation pour calculer les gradients, mais ce n'est pas les mêmes architectures. Un autre exemple, je n'entrerai pas dans le détail, mais on peut appliquer la rétropropagation dans des graphes qui ont la forme d'un arbre. Et ça, c'est utilisé, par exemple, dans le traitement du langage naturel avec des arbres qui sont obtenus par un parse de la France, par exemple. Je vérifie. Ouais. Donc, dernière chose, c'est, j'en ai parlé un petit peu, que les outils modernes informatique pour l'apprentissage profond utilisent des méthodes de différenciation automatique. Et il y a plusieurs manières de le faire, il y a plusieurs variations. Vous allez en entendre parler aussi dans les cours qui viennent. Donc là, il nous reste quelques minutes pour finaliser d'autres questions si vous avez. Oui. Oui. Ah. Nicolas va répondre à ça tantôt. Oui, d'autres questions? Oui, mais le X dont je parlais, ça peut être n'importe quoi, effectivement. Là, dans mon exemple de tout à l'heure, c'était juste une variable. C'est vrai que j'utilise X des fois de différentes manières. Donc, le X, ça peut être un poids. Donc, si je reviens dans mes images, là, effectivement, j'ai utilisé le X pour l'entrée du réseau, mais dans le cas général que j'ai montré ici, là, X, c'est n'importe quelle variable dans le graphe. Donc, ça peut être un nœud intermédiaire, ça peut être un paramètre, auquel cas c'est une entrée du graphe, ou ça peut être une entrée du réseau. Si on voit dans le graphe ici, les paramètres, c'est comme des entrées du graphe, dans le sens que les paramètres sont généralement pas le résultat d'un calcul, c'est quelque chose qui est une entrée du calcul. Le reste du calcul dépend de ça, puis ça, ce n'est pas une fonction de quelque chose, c'est quelque chose qu'on va modifier pour que le réseau donne de meilleurs résultats. Une question là-bas, oui. Oui. C'est analytique. Donc, il y a des exceptions, mais la plupart du temps, dans les réseaux de neurones,
on s'arrange pour que chacun des calculs soit des calculs pour lesquels on peut facilement, analytiquement, connaître la dérivée. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a dans les réseaux de neurones? Il y a des multiplications, on sait comment calculer la dérivée d'une multiplication. Il y a des additions, on sait comment calculer la dérivée de ça. On a les non-linéarités, comme par exemple ça. Ben, c'est facile, la dérivée dans cette partie-là, c'est 0, là, c'est 1. Pour la sigmoïde, la tangente hyperbolique, la softmax, on a une formule analytique qu'on peut dériver avec des éléments de base de calcul. Donc, on a une formule pour la dérivée de chacun des calculs. Puis, on peut ajouter plein d'autres sortes de calculs. Il y a des logs, des exponentielles, des patentes. Pour toutes ces affaires-là, c'est des trucs de base de calcul. On sait comment calculer la dérivée analytiquement. On a une formule, puis on va avoir du code qui implémente ces formules-là. Donc, pour chaque élément de code, par exemple, qui fait sigmoïde, on a un bout de code qui calcule le résultat de la sigmoïde, puis on a un autre bout de code qui va être associé à ça, qui sait comment calculer la dérivée de la sigmoïde par rapport à son entrée. Donc, c'est comme ça qu'on va modulariser le code. Chaque élément de calcul de base, chaque brique de calcul, c'est comme chaque opération en Python, on peut calculer le résultat de l'opération, puis on va avoir un autre bout de code qui va nous dire comment calculer la dérivée de cette opération par rapport à ses arguments. Et puis, bien, toutes ces opérations, on peut les mettre dans un graphe qui correspond à l'architecture, au graphe de calcul qui nous intéresse. Alors, la question, c'est est-ce qu'on fait pour chaque point, on prend des groupes d'exemples? On peut faire les deux. Dans l'ancien temps, avant que les GPU arrivent, on calculait les gradients pour chaque exemple. Un exemple à la fois. On faisait ce qu'on appelle l'apprentissage online. Donc, un exemple à la fois, on calculait les gradients, on modifiait les paramètres, puis on passait au prochain exemple. Aujourd'hui, puis on va en entendre beaucoup plus parler cette semaine, bien, avec les GPU, on a avantage, gros avantage à traiter des paquets d'exemples un après l'autre. On va en reparler demain aussi. Oui. Oui. Alors, si j'ai bien compris, la question, c'est si la suite de votre question tout à l'heure, s'il y a beaucoup de variables qui ont une influence notable sur la sortie, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser l'entrée? Optimiser Z. Bien là, ben, on va faire de l'optimisation. Donc, Nicolas va répondre à ça tantôt. On va tout simplement, par exemple, faire la descente de gradient sur X. On peut faire ça. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait dans certaines applications. On l'a vu hier, vous avez vu là, le Deep Dream, là, les images qui sont générées de manière synthétique et un petit peu onirique. Là. Ben, c'est obtenu en faisant une descente de gradient dans l'espace des pixels. Donc, on modifie les pixels pour obtenir, pour minimiser un certain objectif là, où on essaie de faire en sorte que deux images aient à peu près le même style. Donc, ça, c'est des choses qui se font. Et l'idée, c'est qu'on va utiliser le gradient pour dire dans quelle direction on devrait changer X. Dans ce cas-là, on change l'image elle-même. Puis, on va faire un petit changement. Puis là, on va refaire encore le calcul du gradient. On fait encore un petit changement, etc. On va le faire des centaines ou des milliers de fois. Puis, ça va nous amener vers une réponse qui optimise le critère qui nous intéresse. Alors, il nous reste une dernière question. Peut-être quelqu'un qui n'a pas encore posé de question. Oui, madame. Oui. Oui. Alors, la question, c'est quoi la différence entre récurrent et récursif? Alors, récurrent, c'est en haut, récursif, c'est en bas. Enfin, pas en général, là, mais je veux dire sur cette slide. Alors, récurrent, les réseaux récurrents, il y a une récursion dans le temps, donc sur une séquence, et on les appelle comme ça, récurrents. Évidemment, il y a aussi une récursion qui est impliquée, mais c'est disons,
le terme accepté. Puis récursif, c'est un peu plus général. Alors, au lieu d'être une récursion à un argument, donc là, c'est à une dimension, là, dans un arbre binaire, on a une récursion avec 2 enfants à chaque niveau. On réutilise le même calcul, le même type de calcul à chaque nœud. Finalement, c'est comme si on avait un petit réseau de neurones à chaque nœud. Donc là, on a un arbre. En général, récursif, c'est plus général que récurrent. Ça inclut récurrent comme cas spécial, mais typiquement, quand on va dire des réseaux récursifs, on veut dire des réseaux qui permettent de traiter des structures de données plus générales que simplement une séquence.